c'est bizarre de passer la bande-annonce après le film, mais comme le morceau n'est pas dans le film, et qu'il est quand même incroyable ce morceau, je trouve, et que comme c'est des séances dédiées à Morricone, je pense que ça vaut le coup d'écouter l'intégrale de la VO qu'il a pu faire. Quoi. Sur l'album, le morceau qui est assez long, est assez incroyable et assez. Qui crée une sorte de transe assez furieuse. Pendant longtemps, en fait, on trouvait que ça, et donc pour ceux qui s'intéressent et qui cassent leur tirelire, le morceau est dans le deuxième coffret qui vient de sortir là, chez Universal Music par Stéphane Rouge, comme plein d'autres BO qui vont être proposés là, dans les prochains rendez-vous. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en fait, quand on découvre cette Director's Cut, ce morceau est complètement rock, psyché, et il n'existe pas. Il n'est plus là. Et vous le redécouvrez là dans la bande-annonce. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par Morricone? Oui, échange. Non, mais c'est marrant parce que dans votre playlist, il y avait plein d'autres titres, dont J'ai Diabolique, L'Antéchrist, je ne me rappelle plus les autres. Qu'est-ce que tu fais, Solange? Oui, peut-être. Ouais. Et d'où vous êtes venu, enfin, c'est venu par quoi, votre passion pour Morricone? Enfin, je crois qu'il est un collectionneur de BO. Non, mais il n'y a pas un cinéphile qui n'est pas passionné par Morricone. De toute façon, il s'est inscrit dans notre mémoire à tous. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un cinéphile qui n'ait pas un score de Morricone qui ne fasse pas partie de sa playlist personnelle. Je crois que c'est juste un génie c'est sans doute le plus grand génie de la musique de film qui soit apparu. Enfin, je sais pas, 500, je crois qu'il a fait 500 BO, c'est un collectionnable dans l'intégralité, et surtout sa capacité à faire des croisements improbables. C'est-à-dire que là, dans cette BO, il y a des inspirations qu'on a retrouvées dans cette giallo. Il était capable de prendre, je ne sais pas, les voix de femmes un peu roses qu'il avait mis sur certains films érotiques, il les a réutilisés pour les giallos, qui faisaient des films de meurtre violents, mais avec des musiques comme ici d'ailleurs. Les coups de fouet qu'il avait pu utiliser dans les bandes de western, il les réutilise, même ici dans le morceau qu'on entend à la fin. Donc cette capacité comme ça, je pense qu'il était comme Frank Zappa, je pense que c'est quelqu'un qui vivait tout le temps en musique, qui passait son temps à écrire probablement, et qui était un fleuve de thèmes notamment. Quoi. Là, il y a des choses qui se répondent. C'est vrai que moi, quand je réentends les morceaux un peu tribaux africains, ça me renvoie à Kemada, qui est un film que j'aime beaucoup, une BO que j'aime beaucoup, où il y a aussi une très belle utilisation des voix. Et dans le livre d'entretien qu'il a fait, donc, il racontait justement en effet, donc c'est son vrai premier film, sa vraie première production américaine. Alors, il y a eu un précédent juste avant, au début des années 70, c'est Siratoride. Mais c'est un western. Voilà. Avec Eastwood. Donc c'était Siratori qui était un film de Major, c'était un western avec Eastwood, donc il y avait un lien avec le film de Léon, il y avait une raison d'être. Là, ils ont vraiment été le chercher. Et il aimait dire justement Morricone qui avait souvent été appelé par l'Amérique et Hollywood, mais qu'on lui proposait toujours des westerns et qu'il en avait marre. Et qu'en fait, là, en effet, c'est le vrai premier film qui démarre sa vraie carrière américaine. Et dans la foulée, justement, il va aussi enregistrer pour Terrence Malick, donc qui sera, nous avons vendu la mèche, c'est le prochain rendez-vous du 20 mars prochain. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a toute une carrière qui s'offre à lui, alors qu'avant, en effet, il a toujours répété dans ses interviews, romain, italien, il n'avait pas envie de surtout même de se faire de parler anglais, c'est-à-dire qu'il se faisait toujours traduire les scénarios, enfin il y avait toujours cette distance de la langue, c'est bien qu'il avait que le cinéma d'abord et la musique qui parlaient plutôt que... Mais il n'est pas le seul italien dans ce cas-là. Ce qui a fait que le cinéma italien a été, en tout cas pour moi, un des plus beaux du monde, c'est que tous les talents ont réussi à rester en Italie. À part Antonioni qui allait faire un ou deux films, et encore aux États-Unis, Fellini n'est jamais allé, aucun des cinéastes, très peu des grandes stars du cinéma italien sont partis à Los Angeles. C'est comme si elles avaient senti le piège, donc ils ont continué à œuvrer au sein de l'Italie, garder leur spécificité, leur puissance créatrice, et ce qui fait que ce cinéma était tellement important et sublime pendant au moins 30 ans, 40 ans. Et il m'a raconté aussi qu'il avait toujours même refusé à Eastwood de composer pour lui, parce qu'en fait il avait l'impression aussi de trahir son frère de cinéma qui était Sergio Leone, et qu'en fait la seule ou rare fois où il y a du Morricone chez Eastwood, c'est quand il réutilise un morceau pour American Sniper. Après, c'est vrai que Eastwood a eu plein d'autres compositeurs et puis a fait ses musiques lui-même.
Et pour rebondir sur cette musique très particulière, il y a en effet toujours ce qu'on voyait déjà dans certains films qu'on a vus ensemble ici, comme Le Venin de la peur, c'est-à-dire des moments très mélodiques et puis des choses très dissonantes. Là, dans Le Venin de la peur, il y avait le sifflement, mais là, il y a les voix féminines. Et donc, il a utilisé plusieurs choristes qui avaient chacune une note et qui dirigeaient à la main, à main levée. Donc, chacun a rajouté des choses, enfin, il faisait les choses de façon complètement déstructurée pour donner ce moment très particulier dans le film. Après, les percussions, c'est vrai que tous les moments... ça, c'est des choses que moi, c'est vrai qui me renvoie à Kimada, mais c'est un film que j'aimerais vous montrer un jour, qui est un film très particulier aussi. Ah oui, tout à fait. Et il y a même dans un certain thème, il y a des petites passerelles avec la lâcheterie qu'on pourrait reconnaître dans un des thèmes, la lâcheterie de l'inspecteur Harry. Donc non, elle est très vaste, cette BO est très vaste. Et le film est en lui-même assez spécial et assez barré, quoi. Ça lui a permis, là, pour le coup, de pouvoir expérimenter dans un film de bel genre des choses comme il aimait le faire des fois dans les films italiens, quoi. En plus, il fallait prendre la relève parce que l'exorciste de Friedkin, en dehors du tube de Tubular Bells de Michael Field, qui était déjà assez spécial, c'était Bartók, Penderecki, le niveau avant Shining, hein, Friedkin avait été chercher ses compositeurs contemporains pour faire une musique qui était quand même très puissante et très expérimentale. Donc c'était intéressant que Morricone fasse et des recherches expérimentales et en même temps des thèmes très, très lyriques, très premier degré, très mélancoliques, comme on peut les entendre à la fin. Dans les deux cas, c'est-à-dire que Friedkin, Boorman et la musique est très disparate, mais on retient que Tubular Bells et Michael Field dans L'Exorciste, et là, Morricone, enfin c'est vrai, deux contrepoints. Pour le coup, les films se suivent, s'opposent. Bon, il y en a un qui est resté dans les légendes dans tous les sens, mais celui-là, je crois, a son charme. Et c'est vrai que quand on voit le précipité là, avec cette bande-annonce, et puis même les 15 dernières minutes, c'est-à-dire que faut se replonger dans l'idée d'un film des années 70, et c'est ce que disait aussi Boorman et son monteur, c'est que ils ont tenté plein de choses très expérimentales dans les trucages, même en direct pendant le tournage, et si bien que le film a ce ton très particulier, alors que de nos jours on peut trouver un peu les trucages ratés, mais en fait c'est qu'à l'époque il n'y avait pas non plus les trucages sont portés par la poésie. C'est-à-dire que le treuil il a différent. À partir du moment où le trucage est porté par la poésie et la vision du metteur en scène, je ne le trouve jamais raté. Je veux dire que King Kong aujourd'hui, l'original, je veux dire, on voit bien que c'est une petite puppette animée par l'image, mais c'est pas vrai, King Kong il existe puissamment. Donc les trucages ratés sont ceux qui ne sont pas portés par une vraie vision. Ça n'a pas d'importance pour moi que les criquets, ça n'a aucune importance parce que la vision est tellement incroyable. Je veux dire, la première fois qu'on voit ces criquets qui vont s'abattre dans les champs en Afrique, que je me contrefous de me dire aujourd'hui ça serait mieux fait en numérique, je sais pas quoi. Ça me pose aucun problème. Et puis en fait justement ça l'emporte toujours, je trouve, parce que ce mélange de choses très mécaniques, de nuées de criquets réels, de choses qui s'effondrent, qui se déchirent, de feu. Enfin, c'est un film qui mélange un peu tous les effets possibles en trucage, en effets spéciaux. Et je crois que le quiproquo sur le film est parti d'un truc très simple, je pensais que L'Exorciste est un film extrêmement adulte, avec une thématique très forte, très puissante, très pensée, mais c'était aussi un film qui avait fait un énorme carton, des plus gros succès de l'histoire du cinéma américain de l'époque, sur son efficacité horrifique primitive. Et je pense que Borgnine, quand on lui a confié l'hérétique, il s'est mis au niveau du discours du film de Friedkin et du livre de William Peter Blatty au départ, qui était un ancien séminariste, donc ce sont des gens qui pensaient profondément la matière. Et comme lui-même était considéré comme un grand visionnaire, je pense qu'il ne s'est absolument pas posé la question de refaire cette efficacité primale. Il s'est dit, je ne vais pas faire un film d'horreur, je vais faire un film méta-horrifique presque. Et je pense que le quiproquo est là, et il a payé très fort. Mais c'était aussi le basculement entre, c'est là qu'on voit de la part de Friedkin s'est planté, c'était aussi le moment où les visionnaires commençaient à dégager au profit des blockbusters. Les Dents de la Mer étaient sortis entre le premier et le deuxième. Donc je pense que le public, parce qu'il paraît que ça a été un massacre, hein, la première à Hollywood, les gens sifflaient, hurlaient. Et on peut comprendre, si les gens qui étaient venus voir un film d'horreur premier degré, on va dire, tel qu'ils l'espéraient, devant ces grands délires quand même thématiques, ont dû trouver ça absolument hallucinant. On peut très bien rire du film en permanence, hein, les séances d'hypnose, si on décide de trouver ça nul, ça y est, c'est parti. Hein. Au contraire, moi je trouve que justement la première confrontation, et parce que aussi je suis sensible à ça, étant aussi accessoiriste, le décor
l'hôpital, enfin de la scientifique est géniale. Comment c'est une ruche, c'est une ruche, ça, les reflets, les miroirs, les transparences, en mise en scène, c'est fabuleux. En mise en scène, le film est extraordinaire. Hein. Il y a des plans qui sont. En plus, à l'époque, cette fluidité qu'il y a dans les plans, dans tous ces plans, quand tu es dans la cité de Kokumo, c'est cette caméra qui file, etc. À l'époque, on n'avait jamais vu ça. C'était l'arrivée du Steadicam, mais on ne le savait pas. C'était le tout début du Steadicam, qui est après devenu maintenant un outil vraiment en commun. Mais rien que le plan, quand elle est dans le train pour le rattraper, on se disait, mais comment ils ont fait ça? C'est une caméra à l'épaule, mais c'est impossible. Le chef opérateur est un génie. Enfin, le cadreur est un génie. C'est-à-dire qu'il y avait toute cette capacité à faire des espèces de tunnels comme ça de mise en scène, qui était amenée par cet outil qu'on ne connaissait pas. Donc, moi, j'étais très jeune à l'époque, c'était juste des plans qui étaient totalement fascinants. Et à l'époque, vous l'avez vu en salle Oui, j'ai vu en salle à sa sortie, ouais, j'avais 14 ans, quelque chose comme ça, et c'était quand même quelque chose de très impressionnant. J'avais vu cette bande-annonce d'abord, et puis après j'avais vu ce film. Le maillon faible du film, c'est Regan, c'est Linda Blair qui est le maillon faible du film. C'est pas une bonne actrice, elle est dans l'Exorciste, elle avait 14 ans, puis après elle a eu une longue carrière. Hein. Et donc c'est un peu le maillon faible du film, c'est à chaque fois qu'on fait là c'est un peu juste. Elle est un peu dans le coin, quoi. Je pense qu'elle ne comprend pas ce qu'elle joue déjà, en grande partie. Mais par contre, Burton, moi je le trouve assez impressionnant, assez incroyable. Il était parti assez souvent bourré sur le tournage, et Linda Blair en a souffert. Mais ça ne nuit en rien à son jeu. Et puis, mais même son personnage, la réflexion sur le personnage, elle est plus proche du Bergman des Communions. Enfin, je veux dire, c'est très adulte comme propos. L'hérétique, ça sonne comme l'exorciste, donc les gens sont mis ça, mais tout le pourquoi le personnage est hérétique, c'est-à-dire qu'il passe par les ailes du démon pour pouvoir retrouver sa foi, c'est plus proche d'un film bergmanien, j'ai envie de dire, que d'un film de major hollywoodien. Ça allait dans le budget, hein. Je crois que c'est le plus gros budget de la Warner à l'époque, donc ça a été un désastre industriel qui a beaucoup coûté à Boorman d'ailleurs. Je pense qu'il a dû beaucoup souffrir parce que le film est très très investi quand même. De sa première à sa dernière image, c'est un film totalement investi. Et je pense que lui, il a pensé qu'on était venu chercher pour ça. Parce qu'il avait fait Zardoz, parce qu'il avait fait ces films-là, et il s'est jeté là-dedans. Et surtout, il faisait partie des premiers réalisateurs pour réaliser le premier. C'est-à-dire que Friedkin reste dans l'histoire, mais on l'a contacté à l'époque, mais il faisait Zardoz. Non. Il faisait Zardoz, en fait. Tout à fait. Et alors, pour rebondir sur la génération Starfix, vous, quand vous soutenez Boorman, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Forêt d'Émeraude, c'est ça? Entre-temps, parce qu'à l'époque, Excalibur, Starfix... C'est 83, la Forêt d'Émeraude, Open Glory. Mais la presse française a pardonné Starfix. Il y a quelques metteurs en scène réellement qui ont été vraiment les premiers à défendre, ou vraiment à évaluer à très haut niveau, beaucoup même. Mais Boorman avait déjà ses défenseurs qui étaient positifs. Positif était une revue très Boorman. Là où les cahiers se moquaient de lui, Positif défendait vraiment très fortement Boorman. Il était déjà reconnu comme un grand cinéaste. Oui, je vous invite d'ailleurs, la personne en France qui a suivi le plus Boorman, évidemment, c'est Michel Simon, comme Kubrick aussi, comme un petit peu Rosé. Il y a un très beau livre qui vient d'être réédité chez Marest que j'ai consulté un petit peu pour préparer le rendez-vous. Je vous invite à l'acheter. Et toi, personnellement, alors le film que tu préfères chez Boorman ou que tu as porté dans la revue ou non, je ne l'ai pas porté. C'était pas toi, c'était plus Laurence Boorman. Mais moi, c'est Délivrance que je préfère. J'adore ce film. Hein. Je trouve qu'il fait partie de ces grands films malades dont parlait Truffaut à propos de Marmini, c'est-à-dire qu'on regarde ce film, puis des fois on fait allez. Mais il y a quand même des moments où je le regarde. Il y a des figurants totalement fascinés par ce que je vois, mais totalement. Toute la partie dans... Et c'est un film, par exemple, je trouve, c'est un des films où j'ai le plus la notion de vertige. Puisque Pazuzu, c'est le moment désert, il y a des moments de vertige pur dans ce film. Il y a cette idée de génie, je ne sais pas, des directions artistiques sur le balcon de Regan, d'enlever des bouts de la balustrade dans cet immeuble. C'est une idée de génie. Toutes les séquences où on est sur ce balcon, on est comme ça, parce que c'est pas normal, hein, un immeuble aussi haut avec un mètre entre... Ça, je trouve que c'est une idée de direction artistique géniale, parce que s'il y avait la balustrade, bon... Mais cette notion de vertige, quand il grimpe dans le temple il y a quelque chose où je trouve que la verticalité dans ce film, la notion de verticalité et de vertige est très présente. Je trouve qu'il y a vraiment des tas de moments comme ça. Le vol sur les ailes du démon est une chose que je n'oublierai jamais. Le filmer, il n'y a rien de plus ennuyeux au cinéma que les plans d'avion qui décollent. C'est vraiment des conventions, c'est toujours très chiant. Mais là, de voir un criquet dans un avion, filmer des avions comme
des criquets, c'est parce qu'on le ressent physiquement. L'avion est organique, c'est des visions, c'est un grand metteur en scène qui fait ça. C'est là où peut-être la musique de Morricone aussi aide, parce que moi ça m'a frappé aussi, c'est-à-dire que quand on voit le nez de l'avion, il n'y a pas du tout justement le son qu'on a l'habitude d'avoir des réacteurs ou autres, et là on est dans autre chose, on est dans un mental un peu que la musique ramène, tous ces plans de cricket, l'apparition de James Earl Jones la première fois, donc le Kokoro vieux dans son costume de sauterelle, la tête baissée, enfin il y a plein de choses comme ça, qui visuellement donnent un cachet au film qui, moi je pense aussi, enfin le rehausse vraiment, et il faut arrêter de penser que Friedkin est au premier. Celui-là, et le troisième c'est très bon aussi. Le troisième Exorciste qui est réalisé par William Tarplati, qui malheureusement a un dernier quart d'heure qui est totalement imposé par le studio où il y a un exorcisme qui est très mauvais. Je crois réalisé même par le gars qui a fait les effets spéciaux, mais pendant 2 heures, le film est un film fascinant, qui est une sorte de variation sur le Testament de Tornabus de Friesland. Les trois, la trilogie est très bien. Et c'était les films préférés de Jeffrey Dahmer, le serial killer qui assassinait des jeunes boys qu'il trouvait dans les boîtes de nuit, qui droguaient. Quand les gars se réveillaient dans la pièce maudite, parce que c'est une anecdote terrifiante mais qui est réelle, c'était donc un serial killer homosexuel qui allait dans les boîtes, qui prenait en général des jeunes métis, des gens assez pauvres, comme ça il savait que les policiers ne passeraient pas un temps fou à les chercher, et il les amenait soi-disant pour faire des photos chez lui, il les droguait, et il se réveillait dans une pièce, dans la pièce d'à côté, qui elle était pleine de polaroïds de ces massacres, et il leur projetait les exorcismes, surtout le 2 et le 3. Donc le film doit avoir quelque chose. Et donc le troisième est réalisé par l'auteur du roman L'Exorciste, William Peter Blatty, qui donne naissance donc à toute la saga et au film de Friedkin. Il est contacté, enfin, ils sont tous contactés pour faire la suite, et tout le monde refuse en fait au départ, et c'est Bourman qui s'en occupe. Donc lui il réalise un film qui s'appelle L'Exorciste, la suite, ou 3 Légions, d'après le titre de son roman qui s'appelle Légion, William Peter Blatty. Et après, il y a eu... il y a une histoire folle de Paul Schrader qui fait un exorciste à son tour, et le studio trouve le film tellement mauvais qu'il demande à René Harlin de le retourner intégralement. Et on trouve les deux en DVD. Voilà. C'est un drôle de drôle. Moi qui suis un fan de Schrader, je l'ai regardé récemment. L'exorciste par Schrader, c'est aussi un préquel. Ah non, pardon, c'est un préquel, pas celui-là. Là, c'est une suite. Et on est dans on suit le Father Mary, qui est joué là par Max von Sydow, plus jeune, donc dans ses recherches archéologiques, il est toujours en Afrique. Et là, il est joué par Stellan Skarsgård, qui est dur à prononcer. Et ça, alors, je pense que tous les films se tiennent si on aime la série, hein, et c'est vrai que les 2 premiers restent les plus forts visuellement et marquent l'histoire. Et c'est vrai que l'importance de l'exorcisme, c'est aussi qu'on a un moment charnière du début des années 70 où arrivent des jeunes réalisateurs d'une façon de raconter l'horreur, que ce soit Massacre à la tronçonneuse, L'Exorciste, ou un petit peu avant, même Rosemary's Baby. Même Chaffot d'ailleurs, c'est le Chaffot de Rosemary's Baby, William Fraker, sur ce film-là. Je ne sais pas si on parle tous les deux, mais j'aurais envie de vous entendre. Qui n'avait pas jamais vu le film? D'accord. C'est bien, mission réussie. Non, mais c'est surtout intéressant, j'aimerais bien avoir vos réactions par rapport à ce film-là, parce que, comme je vous dis, c'est un film, pour le coup, il y a beaucoup de films qui sont réhabilités. Le Convoi de la peur de Friedkin, qui s'était fait massacrer, a été réhabilité, mais celui-là n'a jamais été réhabilité à ma connaissance, sauf par quelques critiques français. Mais... Oui, Nicolas, moi j'avais pas vu ce film. Ce qui m'étonne quand je le vois, c'est combien il est anglais. C'est un film incroyablement anglais. Et penser que c'est ce qui va coûter sa carrière à Borman aux États-Unis pour retourner en Angleterre, c'est fou, parce que, comme vous le disiez, les décors sont le cœur des années 70, c'est assumé comme un Anglais assume les années 70, et c'est ce qui va le tuer. Le lyrisme, la poésie, la folie, le post-ardo, tout ce que tu veux, mais aussi assumer ça. C'est super impressionnant, je trouve, combien aussi Hollywood a repoussé ce côté éminemment anglais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des metteurs en scène, Ken Russell, tout ça, c'était des metteurs en scène qui étaient pour ça que moi j'ai une passion pour ce film. C'est-à-dire que les films qui sont des films de visionnaires, qui s'assument d'abord comme des films de visionnaires avant de chercher à complaire à quelque public que ce soit, ce sont des films qui aujourd'hui sont plus rares. Ça existe encore, il y a quelques personnes qui font comme ça, comme Nolan. Mais c'est vrai qu'il y avait ces
metteur en scène Ken Russell, et ils se sont tous cassés les dents au final, après, au bout d'un moment sur Hollywood. Il y a eu dans les années 80, on est rentré dans un cinéma qui était quand même beaucoup plus dirigé vers le blockbuster, ce qui fait que les visionnaires ont eu du mal, quoi. Et puis après, c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous dites, oui, il est très anglais et entièrement tourné aux États-Unis, mais c'est aussi parce que Boorman, il se réentoure de techniciens qui connaissent et qui a travaillé, que ce soit son monteur, son directeur artistique ou des chefs opérateurs. Et là, alors on est à New York quand le premier se passe essentiellement à Washington, et si on revient dans la maison de Washington, à Prospect Street, et évidemment toute la partie africaine, et pour le coup, elle est trichée dans le désert d'Arizona, et sinon tout le reste, les intérieurs sont dans les studios Burbank de la Warner. Et c'est vrai que la Warner avait mis beaucoup d'argent, et je pense qu'elle avait laissé carte blanche vraiment à Boorman pour faire ce qu'il voulait avec les techniciens et ses collaborateurs. Oui, parce qu'il avait le statut d'un Kubrick, il avait ce statut de visionnaire à qui on peut donner une carte blanche, ce qui était inconcevable 10 ans après. Et c'est vrai qu'alors, son film d'avant, c'est Zardos, qui est un film aussi qui des fois peut détonner dans sa carrière, parce que je ne sais pas si tu as envie d'en parler, si tu as... ça devrait pas faire Zardos. Moi aussi j'avais eu du mal, en fait. C'est vrai que ce sont des films à revoir, à réévaluer, où il insuffle quelque chose qui est très particulier, qui lui appartient. Absolument. Et la vision du mal est intéressante parce que dans L'Exorciste, tout est dans une chambre. Tout se résume à une chambre et au corps d'une petite fille martyrisée. Là, c'est l'inverse. C'est plus le film avance, c'est plus le mal s'élargit. Et la fin, par exemple, quand Louise Fletcher n'arrive pas, on est beaucoup plus proche de Stephen King dans cette vision du mal, avec le mal qui essaie d'arrêter en permanence des gens, qui a une force qui est très large, qui peut même risquer de faire éclater des avions. Donc c'est plus du tout, on n'est plus du tout chez Friedkin, c'est-à-dire que la comparaison entre deux films n'a pas lieu d'être, puisque c'est pas du tout la même perception de ce qu'est le mal, de ce qu'est le diable. Elle est beaucoup plus animiste chez Boorman, qui est un passionné d'animisme. On l'a vu dans La Forêt d'Émeraude, on l'a vu et dans Excalibur, évidemment. Il y avait dans le premier aussi ce prologue qui d'un seul coup nous mettait dans une ambiance et on se retrouvait dans un milieu très urbain. Là, on bouge beaucoup, et puis il y a tous ces moments aussi d'hypnose qui sont manteaux, en fait. Ce qui est étonnant, c'est que le nom de Peter Blatty n'apparaît pas, je crois, dans le film. Il y a juste le nom du scénariste. Est-ce que vous avez des infos sur qui il est et pourquoi il a été choisi, alors que c'est son seul nom qui apparaît? Alors, Roscoe Pallenberg, c'est un proche de Boorman, puisque c'est lui qui a écrit La Forêt d'Émeraude, si je me souviens bien. Je crois même sur IMDb, ils le mettent en co-réalisateur non crédité. Donc, il y a eu un moment de proximité très puissante intellectuelle entre Boorman et ce Roscoe Pallenberg. Et je pense que Blatty n'y est pas, parce que je sais qu'il déteste le film. Friedkin déteste ce film. Il faisait partie de ceux qui s'en moquaient très largement quand ils l'ont vu, quoi. Il a une aversion pour ce film totale qu'il n'a pas révélé. Ils ont totalement refusé de faire une suite, hein, tous les deux, Friedkin et Blatty. Et c'est vrai qu'ils ont été très... seule Pauline Kael, à l'époque, alors qu'elle était pourtant réputée pour être très méchante, avait soutenu le film de Boorman. Ouais. Ce qui est joli aussi, je trouve, c'est sur Max von Sydow, qui fait le lien. Alors Louise Fletcher a été choisie, et ça se comprend, parce qu'elle ressemble fortement à Ellen Burstyn. D'ailleurs, personnellement, à cause de ces films, je les confonds tout le temps. Louise Fletcher pour L'Exorciste, et Ellen Burstyn pour celui qui a été choisi pour ça. On nous dit qu'elle est en location, donc la mère de l'héroïne, elle est une actrice, donc elle n'est pas là. Puis il y a Linda Blair qui s'est obligée de reprendre, et qui moi je trouvais le meilleur fait du film, comme je disais, et Max von Sydow. Alors ce qui est génial, c'est que je trouve, quand on le voit jeune, Max von Sydow dans le film, on dit waouh, il est super jeune. C'est-à-dire que le maquillage de Dick Smith pour L'Exorciste 1 était tellement parfait que ça lui a donné dans notre esprit l'âge de L'Exorciste 1. Donc on a l'impression qu'il est sublimement maquillé là. Le jeune public peut imaginer que c'est un effet numérique, alors que non, c'est juste le vrai Max von Sydow. C'est là qu'on le voit quand il est en Afrique, c'est marrant. Alors ça, j'aurais du mal à le dire aussi. La fin était beaucoup moins longue. Toute cette fin en studio avec les gens, ça je me souviens que c'était pas, ça finissait pas avec l'hypnose, ça j'en suis persuadé. Et puis je crois qu'il y a plein de petites scènes un peu partout, notamment quand Burton monte, il y a une longue cérémonie. Dans mon souvenir, elle était un peu moins longue. Je pense qu'il avait essayé de viser un peu plus d'efficacité probablement. Donc il y a des ouvertures de scènes, des sorties de scènes où je me dis tiens, ça, je l'ai jamais vu.
Le moment où Linda Blair fait quelques pas de danse avec un saxophoniste, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Voilà, donc le moment où l'arrivée du Christ en avion avec Avec Betty. Hein, avec Betty, etc. Je ne me souviens pas de l'avoir vu, je peux me tromper, hein, mais, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas revu le film. Mais je pense que c'est plein de petites séquences comme ça de transition, en fait. Même le croisé entre Liz Fletcher et pour arriver. Je me souviens de l'avion, mais je ne me souviens pas de toutes ces péripéties qu'il y avait à ce point de vue. Voilà, je ne me souviens pas qu'il était si long. Je pense que c'est là-dessus que ça a joué, en fait, probablement. C'est très drôle, c'est française. C'est ce doublage des sœurs françaises. Avec les actrices qui veulent bien faire, et visiblement personne qui parle français dans le studio de post-synchro, parce qu'elles sont loin, les sœurs. Voilà. Laissez elles-mêmes, je pense. Par contre, le morceau de Morricone qu'on entend dans la bande-annonce, là, il a disparu du directeur Scott, parce que c'est le directeur Scott ou on l'entend dans la musique? Alors, moi, j'étais bête parce que pendant longtemps, jusqu'à 48 heures, je ne savais pas quelle version on allait montrer, parce qu'on avait vraiment des versions en 35 mm. Et j'ai même travaillé, c'est-à-dire que je n'ai pas revu les deux. Je vais rester vierge pour revoir avec vous celle-là. Donc je ne saurais pas vous dire. Par contre, la BO, à la maison, ma femme et ma fille peuvent m'en vouloir. Je l'écoute souvent. C'est un peu plus, en effet, un peu plus que l'un. C'est le morceau que vous entendez très rock, parce que c'était aussi ça, moi, on pense tout le temps à des choses, et à cette époque-là, c'est la base de la guitare électrique, et c'est presque, c'est la disco. Le morceau de la bande-annonce qu'on a vu après coup, on l'a vu plusieurs fois dans... Les gens de vinyle, les sur le CD que j'ai là, moi, il fait 45 minutes, alors que rétrospectivement, on a l'impression d'avoir entendu, je ne sais pas, peut-être 10-15 minutes de BO. Elle s'assimile souvent du sound design. Hein. Il y a tous ces chants primitifs qu'on entend derrière. Il y a un plus qui est dans la BO du sound design. Je pense qu'il y a beaucoup plus de BO que ce qu'on croit entendre. Parce qu'elle est souvent mixée avec le film. C'est très organique le rapport qu'il y a entre eux. Je reviens à cette première scène, c'est vrai que ce moment d'hypnose, avec à la fois la lumière et le son, enfin, il y a un truc qui est très beau, très fort. Où là, je pense que c'est pas du tout Morricone, ce qui ramène ce qui est bon. La lampe qui tourne. Oui. Moi, j'avais jamais vu j'avais vu le 1 pour lequel j'ai pas du tout une grande passion de film d'exercice. Et je me suis retrouvé face à un film qui résume un peu tout ce que je pense le petit personnage de Bourman, c'est-à-dire que j'ai en permanence envie de me foutre de la gueule du film. Et en permanence, il y a un truc qui me rattrape aux branches, une idée de plan, un regard très juste d'un acteur, un raccord. Et en fait, pour moi, ce qui est le mieux, c'est une espèce de tannée jubilatoire. J'ai en permanence envie de me moquer, je trouve ça absolument ridicule. Et en même temps, il y a une telle sincérité dans ce qu'il fait que tu es un peu désarmé par le. C'est vraiment une œuvre que je ne saurais pas du tout palper. Même ce que j'ai vu là, je ne sais pas quoi en penser. Elle est portée par sa croyance. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, où quand même on voit beaucoup de films qui sont portés vraiment par le commercial, voire par le cynisme, voir des films de gens qui sont portés par leur croyance dans le cinéma, dans la capacité du public à être émerveillé et qui accessoirement est quand même un grand metteur en scène, parce qu'il y a quand même, je parle en termes de mise en scène pure, il y a des moments de génie dans ce film, comme dans quasiment tous les Bourman. C'est sûr que c'est très particulier parce que c'est vite moquable. C'est des films qui sont sans filet. C'est toute la différence qu'il y a avec un Tarantino. Tarantino, c'est très difficile de se moquer d'un Tarantino, puisqu'il est le premier à mettre les ricaneurs avec lui. Donc on peut dire ça, mais ça c'est un peu ringard, mais oui, bien sûr, je travaille là-dessus. C'est un iconoclaste. Donc les cinéastes, même auteurs, j'entends, je ne parle pas des marchands du temps, de ceux qui font juste des films pour faire un maximum de carton et puis qui n'ont pas d'âme, mais les cinéastes iconoclastes qu'on a pu avoir, Craven notamment quand il fait les Scream, tout ça, ils travaillent avec filet en quelque sorte, puisque ils sont leur propre parodie, j'ai envie de dire. Là, c'est comme Fellini, c'est comme Théorème de Pasolini, c'est comme là, récemment on a passé Furio à la Cinémathèque de Hiroshima, c'est pareil, ce sont des films qui sont sans filet. Si vous décidez de vous en moquer, le film il est mort. Il ne pourra jamais se défendre. Et c'est ça qui force le respect, moi je pense. C'est là où c'est balèze, c'est que le film se défend malgré tout. C'est-à-dire que par exemple là, typiquement la première scène, j'ai eu quand ils ont leur truc sur la tronche, je me dis oh là 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 là, mon Dieu. En plus là, la copie numérique rend pas justice à la photo, puis mon Dieu, qu'est-ce que ça va être ce truc. Et après il y a cette idée géniale où il reprend des plans du 1, et il y insère une idée de mise en scène. Je me suis dit, ah ça c'est fort.
Ben oui, c'est l'idée de faire un film qui soit dans une ellipse du premier. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Parce que dans le premier, pour ceux qui s'en souviennent, le père Carras, donc le jeune prêtre, qui est le personnage principal du film, ouvre la porte et le père Mérine est mort. Et de faire un film entier qui rentre dans qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est ce qu'on va enquêter, scénaristiquement, c'est pointu comme idée quand même. Et ça ne nuit pas au premier, ça ne cherche pas à faire offense au premier. C'est ça que je trouve assez fort et émouvant. Après, moi, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'il y a dans la filmographie de réalisateurs qu'on aime, qu'on suit, il y a toujours des évidences, et puis on peut se pencher sur d'autres trucs. Il ne faut pas oublier aussi, si on rembobine juste avant, parce qu'on peut le voir après, mais c'est juste avant ça, c'est Zardoz, Délivrance, Léo Zolas, je ne sais pas qui a vu Léo Zolas, mais c'est pareil. Sur le papier, c'est pas forcément, c'est un film de John Boorman, le Boorman de Délivrance, quoi. Et c'est avec Mastroianni, et c'est un film très particulier. Hein. Mais le public suivait aussi. Là, il commençait à plus suivre. C'est ça qui leur donnait l'envie d'aller toujours plus loin. Et le public suivait. Furio, bon, c'est quelques années plus tard, 4-5 ans après. Furio, je regardais l'autre jour, c'est un film qui a fait 1,5 million d'entrées. Un film aussi étrange que Furio de Shiba, il y avait 1,5 million de gens. Bon, il y avait Bowie qui devait jouer pour ça, c'est son grand moment, mais quand on regarde les scores de ces films-là, on est souvent surpris de voir qu'il y avait peut-être 1 million de gens pour aller voir Zardoz. Enfin, je veux dire, donc ils étaient portés par ça, et la chute a été très brutale pour tous ces cinéastes anglais, Nicolas Roeg, Boorman, Ken Russell, les années 80 ont été très très durs. Ils se sont abîmés, puis après ils se sont échoués sur les années 80 souvent. Boorman a réussi à tenir plus longtemps quand même, mais quand même. Il y a un Anglais qui lui faisait de la pub et qui va naître après, c'est Ridley Scott. Ridley Scott, Alan Parker, ils ont été remplacés par les publicitaires, qui par ailleurs certains ont fait des grands films, mais Alan Parker, Adrian Lyne, Ridley Scott, c'est une nouvelle génération qui est arrivée et qui était déjà quand même beaucoup plus, parce qu'ils venaient de la publicité probablement, beaucoup plus formatés pour pouvoir intégrer Hollywood, s'adapter à Hollywood. Ces gens-là qui étaient pris pour des artistes se sont fracassés en fait en faisant la bascule vers Hollywood en fait. Ce que les Italiens ont eu l'intelligence de ne pas faire, ce qui fait qu'ils ont duré plus longtemps. Je pense que si Fellini avait finalement acté, je crois que c'était l'Amérique de Kafka qu'il devait faire aux États-Unis, peut-être qu'il aurait perdu beaucoup en allant travailler aux États-Unis. Mais en restant en Italie, il a réussi à pouvoir prolonger plus longtemps son statut. Quoi. D'autant qu'il faisait venir les stars américaines. Oui, qui voulait tourner avec eux en plus, donc bien sûr. Après, est-ce que les mecs comme Boorman, fondamentalement, par leur notion, leur proximité de langue et presque on pourrait dire de civilisation anglo-américaine, est-ce qu'un mec comme Boorman, au vu de ce qu'était l'industrie et ce qu'est l'industrie du cinéma anglais, aurait pu avoir cette notoriété-là en restant en Angleterre finalement Mondial, je ne sais pas, Ken Russell, avant d'aller aux États-Unis justement, Ken Russell dans les années 70, Les Diables, Tommy, Love, il a eu une réputation mondiale, hein, c'est-à-dire que comme les Italiens, il y en a qui en restant dans leur pays, mais en... Non, c'était beaucoup plus d'entrées, etc. Mais il y a quand même des cinéastes anglais qui arrivaient quand même à avoir une réputation quand même assez certaine, et des vrais budgets aussi, en restant sur leur sol, quoi. Les sirènes d'Hollywood ont été très dangereuses pour cette génération. En fait. Et Boorman, en fait, dès son premier film, il est parti aux États-Unis. Donc c'est une carrière américaine quasiment, un peu comme Polanski après Répulsion. S'il n'était pas arrivé, ce qu'on sait qu'il est arrivé, Polanski serait sans doute devenu un cinéaste hollywoodien majeur, qu'il a été très peu de temps, mais qu'il a été. Et Boorman, dès son premier film, s'est retrouvé à faire Le Point de non-retour, Les Dieux dans le Pacifique, Les Zolas, il a parti en Angleterre, Zardoz. Enfin, je veux dire, c'était en train de devenir un cinéaste majeur de l'industrie hollywoodienne jusqu'à ce film. Non, après c'était Coppola, La Forêt d'Émeraude, il y a des capitaux américains, mais ça y est, il est redevenu ce qu'il a peut-être sauvé d'ailleurs. Hein, Il continue quand même de faire toujours ses films, même si c'est des choses très personnelles. Oui, quand on voit la suite. Même si on pense en revenant en Angleterre, après Open Glory c'est formidable. La Forêt d'Émeraude, c'est magnifique. Rangoon c'est pas mal. Il y a celui en Afrique du Sud avec Juliette Binoche qui n'est pas top. Le Général c'est très bien. Le Tailleur de Panama, c'est bien, il a continué, mais il n'a plus l'aura qu'il a pu avoir. Et en ce moment, je ne sais pas si ça reviendra sans doute, mais il y a ces cinéastes anglais, justement Russell, Roeg, sont beaucoup moins cités. Alors aujourd'hui, la mode est beaucoup à Argento, Carpenter, en fait, bizarrement, les cinéastes qui étaient mineurs dans les années 70 sont
excessivement cités par la jeune cinéphilie, Wes Craven, tout ça. Et les cinéastes qui étaient majeurs, beaucoup finalement font pas. Quelqu'un de la Cinémathèque me dit qu'ils ont fait rétrospective Fellini, et les salles n'étaient pas pleines, quoi. Il y a pas. Même Fellini, finalement, ne fait pas partie de ce qui excite le plus la nouvelle génération. Ça reviendra, mais en ce moment, et les Anglais, ils prennent beaucoup parce que je ne vois pas, quand je lis les choses de jeunes blogs, de jeunes cinéphiles, c'est pas très Ken Russell, Boorman. Alors après, à la Cinémathèque française, ils ne sont pas très réalisateurs anglais. Non, je sais la médiation. Oui, ça vient d'un article dans les cahiers de cinéma anglais. Je crois qu'il n'y a même pas eu de rétrospective de David Lean à la Cinémathèque. Et c'est ça, toujours pas. Et en fait, ça vient historiquement d'un article des cahiers, je crois, je ne sais plus si c'est Truffaut, mais je ne sais plus lequel, avait dit. Voilà, ben voilà, à part Hitchcock, il n'y a pas de grands cinéastes anglais, point barre. Ils sont toujours là-dessus. Donc il n'y a toujours pas de rétrospective de David Lean, pas de rétrospective de David Lean, il n'y a pas. Je ne sais pas, peut-être pour finir, je voulais revenir. Ils ont fait Boorman. Oui, ils ont fait Boorman dans sa présence il y a 3-4 ans maintenant. Moi, je voulais rebondir plus sur votre carrière et sur la musique dans vos films, parce que vous avez souvent collaboré avec le même musicien, et puis récemment avec Rob aussi. Comment ça se passe? Je fais partie d'une génération, enfin ça dépend des voix du cinéma, on va dire, des voix qui sont des cinémas plus réalistes, on va dire, plus qui se connecteraient plus, si on peut parler comme ça, à la nouvelle vague. Et puis il y a une autre voix qui est celle de ma génération, où nous on a découvert le cinéma avec Kubrick, Hitchcock, et donc on va dire, moi je le vois à peu près comme ça commence à Bernard Herrmann cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a des très beaux scores, pour King Kong il y a un très beau score, il y a des très beaux scores Ben-Hur, il y a des très beaux scores, mais c'est des scores très orchestrés, etc. Mais l'idée que la musique puisse être liée vraiment organiquement aux images, jusqu'à faire partie de l'impact total qu'elle peut provoquer, ça commence à peu près à Bernard Herrmann et Hitchcock, en quelque sorte. Et une fois de plus, ça nous a dit Hitchcock, et après, à partir des années 60, et ça va avec l'explosion du rock aussi, et ça va aussi avec des nouvelles tables de mixage, qui permettent de mieux mixer la musique par rapport au film, ça va aussi avec des outils comme chaque fois, donc, et c'est vrai qu'à partir des années 60, ça commence avec Kubrick, Ken Russell en parlait, Boorman, l'arrivée de Morricone justement, l'arrivée de Maurice Jarre, l'arrivée de plein de compositeurs qui créent David Lean, Maurice Jarre, qui crée un partenariat, Numerota Fellini, qui crée un partenariat avec un réalisateur et un musicien, dont l'impact sur les spectateurs vient aussi de cette proximité musicale sur plusieurs films. Ils participent totalement à leur univers. Donc, pour moi, la musique et le cinéma, c'est lié inévitablement les plus grands moments, à part Hors-d'Être, peut-être. Je ne peux pas citer beaucoup de grands moments de films qui m'aient bouleversé, des grands moments de ma vie, qui ne soient pas liés à la musique. Ce ne sont pas des moments où il y a la musique et l'image. Peut-être Hors-d'Être, Los Olvidados, c'est 4-5 films où la musique n'est pas si importante, où je dirais ça, c'est des grands moments de ma vie. Puis Nosferatu de Murnau, mais c'est une autre histoire. Tiens, j'ai fait une expérience que je vous conseille de faire, qui est magnifique. J'ai revu Nosferatu de Murnau, qui est en libre accès sur Internet, en écoutant la musique de Popol Vuh du Nosferatu de Herzog. Voilà. Et ça fait quelque chose. Parce que le problème des films muets, c'est souvent qu'on a un score qui est mauvais ou qui n'était pas le score de l'époque, etc. Donc, mais je vous conseille de faire ça, c'est une expérience incroyable. D'écouter la musique de Herzog, enfin de Popol Vuh, sur le mur. Bon, voilà. Mais je veux dire, à part les cinémas muets, voilà, dans notre génération, et c'est vrai pour tellement de metteurs en scène de ma génération, où cette envie de mixer les deux, enfin que ce soit ensemble, quoi. Donc, vous, quand vous faites un film, comment ça se passe? Déjà, le compositeur avec la monteuse, qui est mon épouse, et le scénariste, quand il y en a un, c'est fait partie des premières personnes à qui je parle. C'est la première personne à qui je fais un scénario, qui compose souvent des morceaux, qui me permet de trouver de la mise en scène, et puis après on travaille main dans la main, si j'ose dire, jusqu'au bout. Et maintenant, avec les outils d'aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'on peut mixer sa musique avant d'arriver au mix. On peut dire à son compositeur, tiens, là je pense que c'est bien si tu continues cette percussion encore 5 secondes, enfin ce qui était moins possible avant, où les gens livraient le score et on le mixait avec la bande-son. Là, on peut travailler sur le mixage de la musique avant de travailler sur le mixage proprement dit. Donc, le monteur son peut travailler avec la musique et on peut allier beaucoup mieux l'harmonie du bruitage, même avec la musique. Donc, tout devient un gigantesque sans mixage. C'est marrant, on va peut-être finir aussi là-dessus. Morricone disait que justement, spécifiquement sur l'exercice dialectique,
il n'avait jamais enregistré pour tout un orchestre, et qu'il avait eu plusieurs lignes différentes. Il n'a jamais eu l'orchestre entier, en fait, et qu'il a tout assemblé après au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Presque, de façon de dire. En tout cas, merci d'être venu. Enfin, moi, j'espère que le film vous a autant fasciné, Excusez moi voilà, que ce soit rencontré, que ce soit tombé sur ce film-là. voilà. J'aurais aimé mettre proposé. J'espère qu'un jour, moi, j'ai jamais vu Danger Diabolique, par exemple, du tout. Vous n'avez jamais vu Diabolique avec un score de réponse super, c'est sublime, c'est un grand film. Donc voilà, en tout cas, l'idée de, je le redis, l'idée de faire justement un hommage à Morricone est géniale parce que ça veut dire qu'on peut passer Théorème, on peut passer L'Électrique, on peut passer Le Confident, Le Cornichi, on peut passer Malina, qui est un film érotique sublime. Là, juste pour finir là-dessus, les gens qui connaissent Morricone le savent que la musique du professionnel qui a servi à Rio Alcanin vient à l'origine de Malina, un film érotique sublime, très trouble, réalisé par Kavallerovitch. Donc voilà, donc c'était pour les fans de Morricone, l'enterrement de Belmondo était particulier parce qu'il était enterré effectivement sur la musique professionnelle, du marginal professionnel, mais aussi sur la musique du Rio Alcanin, d'accord, mais sur la musique de Malina. Donc moi pour l'enterrement de Belmondo, je pensais à Malina, c'est particulier. Oui, d'accord. C'est particulier. Il faut le savoir, hein, c'est comme le Cham, voilà. Il y a d'autres choses. Hein. Oui, bien sûr. Vous n'étiez plus à la révolution. Écoutez, je vous remercie tous. Juste vous dire quelques mots sur les prochains rendez-vous. Donc, à savoir, ça va être un peu plus loin. Oubliez le flyer, même s'il y aura toujours Christian Carillon et Henri Fils, s'il te plaît, mais un peu plus tard. Le prochain rendez-vous, ce sera le 20 mars pour les Moissons du Ciel. Je n'ai pas encore l'invité, puisque ça s'est un peu précipité. Et très peu de temps après, donc 15 jours après, le 3 avril, Christian Carillon pour En mai, s'il te plaît. En mai, il n'y aura pas En mai, s'il te plaît. Il y aura normalement White Dog, Dressé pour tuer de Samuel Fuller. Je n'ai pas encore mon invité. Et je pense qu'avec Claudine, qui est pas loin au fond de la salle, la directrice de la salle, on s'est mis d'accord pour finir en beauté. On aurait pu commencer par là, et moi je ne voulais pas du tout commencer par là. Donc on va finir par Sergio Leone, et a priori ce sera Il était une fois dans l'Ouest au mois de juin. Et j'ai très envie que vous participiez à la programmation de la suite, parce que j'espère qu'on continuera en mois de septembre. Ah ouais. Alors, le truc en plus, c'est personne. Ah ouais. Séance ouverte, donnez-nous des idées pour la suite. Bon, personne, il a raison. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Ah bah oui, Pour le revoir sur grand écran. 35 ans pour ça. Mission, c'est compliqué. Ça me paraît incontournable. C'est un moment tellement magnifique d'entendre les morceaux interprétés par son orchestre dirigé. Voilà. Ah, Sébastien Siba, voilà. Un des premiers scores un peu. Vous avez une boîte à idées. C'est vrai, chacun dit ça. Parce que c'est assez génial de venir. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai regardé le film et j'étais complètement branché sur la musique en même temps. Parce qu'on est sur une projection de Morricone, donc j'ai regardé comment on intervenait, comment on était mixé, quels étaient ses choix, ses inspirations. Ça fait un type de projection qui est très agréable tout ça. Et oui, donc juste pour finir, la semaine prochaine, vous allez vraiment vous pencher sur le programme du Maxador parce qu'il va y avoir un petit retour sur l'année 2021. Donc, si vous avez raté Onoda, Annette, Les Illusions perdues, il me manque, voilà, Dune, c'est ici que ça se passe. À très vite pour Ennio Morricone. Merci beaucoup à tous. Cinéma Paradiso.